Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous sommes jeudi, il est 11h02. Jeudi, c'est un jeudi politique, comme tous les jeudis évidemment. Et ce matin, nous avons avec nous Damien Maudet, qui est député LFI de Haute-Vienne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Henri Alfandari, qui est député Horizon d'Indre-et-Loire. Bonjour. Co-rapporteur du texte sur les énergies renouvelables à l'Assemblée nationale, qui est toujours en discussion à l'Assemblée nationale. Nous allons d'ailleurs faire le point sur ce texte parce que c'est important, et notamment sur l'éolien en mer, l'agrivoltaïsme également, qui sont les articles qui ont été votés jusque-là. Nous verrons la fin de ce texte, comment ça pourrait se passer. Nous allons parler évidemment de beaucoup de choses. Nous aurons aussi avec nous Kevin Mauvieux, député du Rassemblement national, qui va venir nous rejoindre. Nous allons parler des retraites, le report de la présentation de la réforme des retraites, report au 10 janvier. Kevin Mauvieux, qui est député RN de l'Eure. Nous allons parler aussi de l'Europe, plus verte que la France, me semble-t-il, parce qu'elle vote des textes importants, cette Europe, plus vite que chez nous. Mais nous allons commencer sur le match d'hier soir. Évidemment, vous l'avez regardé tous les deux, messieurs. Bien sûr. Bonjour, d'abord, vous avez regardé? Bonjour. Moi, j'en ai regardé, mais j'ai pas pu le regarder entièrement. Vous n'avez pas pu, Damien Maudet, vous l'avez regardé, Henri? On l'a regardé au groupe à l'Assemblée nationale en attendant de reprendre le vote. Bon, comment avez-vous trouvé? On avait, avant le match, France-Maroc, j'ai lu, j'ai entendu, ça va être terrible, il y aura des débordements, des affrontements, cette France qui... Mais... finalement, il y a eu plus de fraternité que de débordement. Je mets à part ce qui s'est passé à Montpellier, la mort de cet ado de 14 ans. Nous avons eu des informations tout à l'heure à ce propos. Mais il y a eu plus de fraternité que de débordement, finalement. Bon, tout d'abord, je vais avoir un mot quand même pour la famille de ces adolescents-là, et leur présenter nos plus sincères condoléances. C'est vrai que sur le reste et sur la fraternité dont vous parlez, en fait, je pense que beaucoup de gens ont souhaité que ce soit le bazar, que ce soit le bordel, en fait. Et on va se dire la vérité, hein, c'était les chroniqueurs, les idéalistes d'extrême droite, ou même les partis d'extrême droite, qui espéraient le bazar, qui espéraient même des fois la guerre civile, alors que non, en fait. C'était une question de foot. Les Français, les Marocains, on était tous ensemble derrière le match. Je pense que c'était un grand moment de fraternité, et ça a bien montré que, non, dans ce pays, en fait, tout le monde peut cohabiter, quoi. Vous l'avez vécu comme cela, Henri Alfandari? Moi, très clairement, je pense que c'est un moment de joie pour tout le monde. Il y avait plus de 20 millions de spectateurs devant leur télé, donc c'est un événement majeur. Et effectivement, hormis ce drame qu'on peut regretter et pour lequel on présente toutes nos condoléances, les choses sont plutôt très bien passées. Très bien passé, mais vous êtes des amateurs de foot ou pas, habituels ou pas? Moi, je suis un amateur de foot. Je joue au foot depuis tout petit. Je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Alors pourtant, je viens de Limoges, donc rien à voir avec supporter de l'OM, Marseille. Mais donc voilà. Vous êtes comme Emmanuel Macron, d'ailleurs. Vous êtes supporter de Marseille? Oui. Je pense que je l'étais avant lui, mais je sais pas. Mais en tout cas, et donc quand je vois Didier Deschamps qui gagne à nouveau, moi ça me surprend qu'à moitié, parce que c'est lui qui nous a offert la Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. C'est quand il a été entraîneur de l'Olympique de Marseille qu'on a gagné la Ligue 1, alors que ça faisait des années qu'on n'avait pas gagné grand chose. Donc moi je suis amateur de foot, et donc c'est vrai qu'autour du football on sait aussi se rassembler, quoi. Bien, vous aussi vous aimez le foot, Henri Alfandari? J'adore le foot, et je serais ravi qu'on gagne une 3e étoile. Vous pensez qu'on sera champion du monde? Moi, je vois pas comment. Je veux pas faire des pronostics et vous porter la poisse. Mais quand on regarde juste les matchs et la régularité de l'équipe, moi, j'ai beaucoup de mal à croire que qu'il en soit possible différemment. Ce matin, je parlais avec un collègue qui me dit c'est bon, c'est nous les Allemands maintenant. Et je me suis dit c'est vrai que sur la régularité, il n'y a pas d'équipe plus régulière que la nôtre aujourd'hui. Et solide. Et malgré solide. Tous les blessés, pas malgré toujours brillante, mais solide. Ce matin, j'écoutais à la télé, il parlait de nombreux malades, notamment dans l'équipe. Apparemment, il y avait un virus qui traînait à cause des clims. Mais malgré tout ça, malgré les blessés, malgré les malades, on a quand même N'Golo Kanté qui peut pas jouer, Paul Pogba non plus qui a pas pu jouer, Benzema. Et pourtant, on gagne quand même, quoi. Donc c'est la régularité. Il y a une grosse esprit d'équipe. Bien. Alors j'ai une question qui alors là va dépasser la politique, le sport, mais qui entre dans la politique, et plus largement même sociologie et état de notre pays. Je pose une question. Est-ce qu'on a vu, selon vous, apparaître lors de cette Coupe du Monde un racisme décomplexé?
Je vous pose franchement la question, non? Moi, je pense que oui. Vous pensez que oui? Moi, j'ai eu le sentiment de retomber dans ma plus jeune enfance quand il y avait des Jean-Marie Le Pen, etc., qui faisaient des commentaires sur combien il y avait de joueurs noirs ou blancs dans l'équipe de France. Quand Éric Zemmour, sur BFM TV, me semble-t-il, donnait à peu près, disait qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs blancs dans l'équipe de France il y a peu. Moi, j'ai l'impression qu'on est retombé sur ça, ouais. Quand il y a un match de foot et qu'il y a des militants extrême droite qui profitent de ces matchs-là pour aller essayer de mettre le bordel sur les Champs-Élysées ou encore à Nice ou à Lyon, j'ai le sentiment que oui, il y a eu un retour d'un racisme décomplexé. Cette équipe de France prouve qu'en fait on sait faire fraternité, et que tous les oiseaux de malheur et ceux qui souhaitent des guerres civiles en fait ne souhaitent que mettre à mal notre pays, quoi. Vous êtes d'accord ou pas, Henri Alfandari? Alors je vais avoir du mal à pouvoir m'exprimer, puisque en tant que rapporteur du texte sur les ENR, j'étais quand même énormément donc dans les murs de l'Assemblée. Oui. J'ai juste eu le plaisir de regarder les matchs, et je pense que c'est important de revenir à cette partie de plaisir. S'il y a des mauvais esprits qui veulent se tirer une balle dans le pied en critiquant ceux qui nous représentent, c'est regrettable, mais je ne m'arrêterai pas là-dessus. Et un mot sur la visite d'Emmanuel Macron. Il a eu raison. Vous qui êtes un supporter de foot, Damien Maudet, il a eu raison d'être là-bas dans les vestiaires après, d'être avec les joueurs aux côtés de cette équipe? Honnêtement, là pour le coup, et c'est la position qu'on a défendue, moi je pense que non. Je pense que quand il y a sur le Qatar et la manière dont s'est organisée la Coupe du Monde, moi j'appelle pas au boycott généralisé, parce que je veux pas faire non plus la leçon aux gens, et je pense pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, il aurait pu y avoir un certain boycott diplomatique, d'autant plus quand il y a eu le scandale au Parlement européen avec le Qatar qui a corrompu des députés européens. Je pense que c'est un très mauvais signal. C'est pas encore prouvé. Je suis très prudent pour l'instant. On peut être très prudent, mais en tout cas, dans l'état du scandale, etc., je pense qu'on aurait pu s'abstenir de cette visite-là, notamment auprès des dirigeants qataris, ce qui n'empêche pas de supporter l'équipe, d'envoyer tous les messages de bonheur, etc. Mais j'avoue que là-dessus, je trouve ça. Je pense qu'on aurait pu s'abstenir de cette visite. Henri Alfandari. Non, je pense qu'il est normal que le président de la République soutienne l'équipe de France et qu'il soit auprès des joueurs. Après, ça ne remet pas en cause les questions qu'on peut avoir et sur l'attribution de la compétition et autres. Mais il va y retourner dimanche. Damien Maudet, c'est logique, non? Maintenant qu'il est allé à la demi-finale, honnêtement, il était allé en Russie quand même, je vous rappelle. Bien sûr, mais là, dans le scandale, et ce dont vous parlez tout à l'heure, justement sur la question des chantiers d'attribution, etc., et y compris le scandale très récent, moi j'aurais pu remettre ça en question. Maintenant, il est allé à la demi-finale. C'est évident qu'il va pas aller sécher la finale maintenant qu'il s'est lancé là-dedans. Bien, parlons d'autre chose. Parlons de cette loi ENR, loi importante, puisque c'est une loi qui va peut-être nous permettre, qui va sûrement, on l'espère, nous permettre de réduire notre empreinte carbone et qui nous permettra de protéger notre environnement. Les éoliennes, où est-ce qu'on en est avec les éoliennes? Alors, je crois que vous avez voté, c'est acquis aujourd'hui, installation d'éoliennes à 20 km, plus de 20 km des terres, c'est cela? 50 parcs éoliens prévus, je crois. Oui, c'est à peu près ce qui est défini. Après, bien sûr, il y aura les objectifs de la PPE à venir qui peut-être rajouteront une partie de puissance. Mais en tout cas, il est acté d'avancer sur ces parcs éoliens en mer. En revanche, moi, je m'occupais surtout de la planification et de la planification sur terre. Et je crois que ce qu'on peut dire, c'est que... Alors sur Terre, que va dire la loi ? La loi dit quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire qu'on sort d'une situation où il n'y avait aucune planification et l'ensemble des objectifs étaient appliqués de manière descendante, ce qui a braqué les territoires, les maires contre les maires, les personnes contre les personnes. Et donc là, on sort de ça puisqu'on a une vraie planification. Ça veut dire quoi, une vraie planification ? Ça veut dire que pour installer une éolienne, que faudra-t-il ? D'abord, réduire les délais administratif, parce qu'aujourd'hui ça prend un temps fou, donc réduire les recours, si j'ai bien compris. Complètement. Oui, mais c'est dangereux, non ? Non, ça dépend comment c'est fait, parce que la plupart des recours que vous l'avez parce que les projets ne sont pas acceptés, ne sont pas voulus. Oui. Et d'ailleurs, je reviens, c'est pas une loi sur les éoliennes, c'est une loi sur les énergies renouvelables, dans leur ensemble. Et le principe d'avoir un mécanisme ascendant, ça veut dire que le choix est un choix des territoires, on ne subit pas. On est actif dans la Est-ce que le maire pourra dire non à l'installation d'éoliennes sur sa commune ? Le maire pourra surtout choisir ce qu'il veut, quelles sont les énergies qu'il veut, à quel endroit il veut les installer. À partir de ce moment-là, il y a une conférence territoriale qui se mettra auprès des services de l'État
pour sélectionner les terrains les plus favorables. Et si ça ne suffit pas, on peut demander l'identification de terrains supplémentaires. Et là, effectivement, il y a une protection des maires qui est qu'il faut que l'avis soit conforme sur les terrains choisis en plus. Est-ce que cette partie du texte vous convient ou pas à la France Insoumise? Moi, en vérité, sur le texte, le problème que j'y pose, et c'est tout à l'heure, vous parlez de planification, moi je pense que la planification, pour le coup, elle est assez absente. C'est-à-dire qu'on laisse encore au marché, aux entreprises, aller démarcher dans telle commune, tel terrain, pour aller installer des énergies renouvelables. Il y a aussi des questions qui se posent sur l'agrivoltaïsme, etc. Moi, je pense que... C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une époque dans notre pays où le ministre des Énergies, donc Marcel Paul, à un moment donné a nationalisé EDF, a expliqué comment il voulait électrifier le pays. Et là, on a l'impression que ça va être le marché encore qui va aller s'installer, grignoter des terres, etc. Et qu'il n'y a pas une planification centralisée. Est-ce qu'il y a une protection? C'est ça que je trouve dommage. Justement, c'est justement pas le cas. Ça, c'est le système qui existait avant. Effectivement, c'était les promoteurs qui démarchaient soit des individus parce qu'ils avaient des fonciers, soit les mairies directement. Aujourd'hui, c'est bien des zones qui sont définies, et donc c'est pas le marché et la jungle tel que c'est présenté ici. C'est pas le marché et la jungle. Attendez, j'attends de voir, on verra bien ce qui va en être de la fin du texte, mais moi j'y crois pas, parce que même s'il y a des zones, ça veut dire que c'est aussi aux entreprises après d'aller sélectionner sur ces zones-là, etc. Il y aura des endroits plus rentables, moins rentables. Enfin, moi je pense qu'on manque de quelque chose, c'est-à-dire que l'État se cale et dise où est-ce qu'on va en mettre et où est-ce qu'on va en mettre, et maintenant il y a un appel d'offres pour cet endroit. Concrètement, est-ce qu'on va installer concrètement, je pense à nos auditeurs, grâce à cette loi qui est en train d'être votée à l'Assemblée nationale, vous allez la voter ou pas On va attendre de voir. Honnêtement, là, sur le groupe réfléchi, on va voir un peu ce qu'il en sort définitivement, quoi. Définitivement. C'est pas moi le chef de file sur ce texte-là, mais on va en discuter. Mais vous hésitez. Il faudra aussi voir à quel point l'État investit, notamment dans les énergies renouvelables, parce que faire un texte avec les règles, c'est une chose. Maintenant, il faut aussi que l'État investisse mieux. Et aussi, il y a quand même la question de la sobriété que moi je trouve relativement absente de ce texte-là. C'est-à-dire que sur le projet de loi de finances, on nous a refusé, alors qu'on avait fait voter l'Assemblée nationale 12 milliards pour la rénovation thermique des bâtiments. C'est quand même essentiel, cette sobriété-là. Et aujourd'hui, on ne le retrouve pas dans ce texte sur les énergies renouvelables. Et je pense que ça, c'est un problème, parce qu'on ne peut pas parler énergie renouvelable si on ne parle pas sobriété. Parce que l'enjeu de demain, c'est la sobriété. Très clairement... avec les objectifs de la PPE... Composante de la majorité, je rappelle, Horizon. Complètement. Avec les objectifs de la PPE tels qu'ils sont écrits aujourd'hui, c'était pas possible de mettre la sobriété sur la table dans le texte tel quel. Oui. Même s'il y a des choses sur les réseaux de chauffage urbain, etc. Maintenant, je peux rejoindre. Il est pour moi essentiel que lors de la future PPE, on arrive à territorialiser mieux les objectifs de production d'énergie, de sorte de pouvoir y associer la sobriété. Parce que ça veut dire que si on y associe la sobriété, non seulement on remplit mieux nos objectifs, mais en plus il y a une question d'équité entre les territoires urbains et les territoires ruraux qui est derrière. Et là, je peux rejoindre le propos qui est dit très clairement. Bien. En revanche, juste pour finir, sur la question que l'État doit se saisir pour faire, il y a toute une partie sur le partage de la valeur qui va permettre, notamment à travers ce qu'on appelle des SEM, des sociétés d'économie mixte, à nos collectivités d'investir dans les énergies renouvelables et d'être moteurs dans cette production d'énergie. Alors, pour installer des éoliennes, si on veut installer des éoliennes, d'abord, ça prendra moins de temps, si je comprends bien. Ensuite, quels seront les principes essentiels pour installer un parc éolien? Quels seront les principes essentiels? C'est-à-dire que je suis industriel, j'ai envie de m'installer sur une commune. Si je suis industriel et que j'ai envie de m'installer sur une commune, je vais regarder ce qui sera issu de cette planification, c'est-à-dire la zone des listes arrêtées sur lesquelles je sais qu'il y a un consensus et qu'il n'y a pas de problème à ce que j'en fasse. Voilà. Là, je vois Kevin Mauvieux nous a rejoint. Bonjour. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, très opposé aux éoliennes. Sur ce texte, on est en train de parler du texte sur les énergies renouvelables, Kevin Mauvieux. Oui. Vous ne le voterez pas, ce texte, hein? Ou vous le voterez, non? C'est parti pour ne pas être voté, effectivement. Oui. Tout ce qui vise à faciliter... Alors, déjà, on va repartir de la base, c'est-à-dire qu'on nous présente un texte dit énergie renouvelable, dit ENR, qui... soi-disant englobe les énergies renouvelables, mais qui en réalité est très orientée éolienne. L'objectif,
réel de ce texte, c'est de pouvoir permettre l'implantation d'éoliennes un peu partout sur le territoire. En mer, à plus de 20 km. Et en mer, exactement, de façon facilitée. Et nous, on est totalement opposés à ça pour une simple et bonne question, c'est que les éoliennes, ce sont des énergies qui ne sont pas renouvelables, mais intermittentes. Dès qu'il n'y a pas de vent, on ouvre des centrales à charbon. On le voit aujourd'hui d'ailleurs, avec notre parc éolien, on se retrouve avec une production électrique aujourd'hui de notre parc éolien en France qui est inférieure à ce qu'on importe de l'Allemagne. Ça veut bien dire que les éoliennes ne sont pas la solution. Donc d'aller en mettre partout pour une production qui sera intermittente, c'est ridicule, ça détruit nos paysages, ça détruit notre patrimoine. D'abord, est-ce que les éoliennes en mer sont plus efficaces que les éoliennes sur Terre ? On sait ou pas ? Oui, elles sont plus efficaces. Elles sont plus efficaces puisque vous avez plus de vent en mer, bien sûr. La quantité d'énergie produite est très significativement supérieure. Que répondez-vous aux critiques de Kevin Mauvieux ? Je réponds aux critiques de Kevin Mauvieux qu'il vaut mieux qu'ils soient cohérents avec leur propre position, puisque en fait on a dans cette loi et dans cette planification les zones où on veut faire et les zones où on ne veut pas faire. Oui. Ça veut dire que on peut très clairement définir des zones où on ne veut pas d'éoliennes. Donc je crois que si le Front National veut... le Rassemblement National veut protéger les territoires ruraux, comme il le dit, il ferait bien de s'approprier cette loi, puisqu'il y a clairement un outil de protection avec les zones où on ne veut pas. Vous êtes d'accord ? Il y a un outil de protection avec les zones où on ne veut pas installer des éoliennes, la même idée ? Moi, en tout cas, sur ces questions-là, j'ai bien peur que ce soit sur les éoliennes, que ce soit toujours les mêmes zones qui vont avoir les éoliennes. Parce que même sur le partage de la valeur, etc., c'est la même question que par exemple. Mais il est plutôt logique d'installer des éoliennes à des endroits où ça gêne moins la population, à des endroits où ça dénature moins le paysage, non ? Mais il est logique que tout ça se fasse en concertation, que ça se fasse là où ça dénature moins le paysage, si on veut, etc. Mais la question aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'on va faire par exemple des villes qui refusent, par exemple, si on doit installer des éoliennes, je sais pas, alors dans une ville assez riche, je sais pas, moi vers la Baule par exemple, et qu'ils refusent d'avoir des éoliennes, ils vont payer les amendes, ils s'en fichent. Et en fait, c'est les communes les plus précaires qui vont être obligées d'avoir des éoliennes. Les plus riches vont s'en sortir. Non, clairement non. Là, vous êtes en train de parler de l'éolien marin. Ce qui est écrit dans la loi fait que les parcs qui sont définis se feront. Qu'ils soient à la Baule, à Saint-Nazaire, même l'éolien sur Terre, là j'ai pris une ville côtière. Mais l'éolien sur Terre, c'est dans une ville plus. Mais ce qui est important, c'est de ne pas mélanger les typologies. Donc là, vous venez de donner un exemple qui est la question de l'éolien sur mer. Donc très clairement, non, il n'y aura pas cette discrimination-là. Et donc sur Terre et donc sur Terre, j'en reviens quand même, il ne faut pas caricaturer le débat. C'est une loi sur les énergies renouvelables. Dans le mix de ce pays, on aura besoin d'énergie renouvelable et de nucléaire. C'est les deux faces d'une même pièce. Donc dans cette production-là, il y a aussi une partie terrestre. Dans la partie terrestre, oui, il faut des éoliennes, mais il ne faut pas seulement des éoliennes, il faut du solaire, il faut de la méthanisation, il faut de l'hydraulique, il faut l'ensemble des ressources disponibles. Et moi, je vais vous donner un exemple très clair, par exemple sur mon territoire, moi je n'ai pas une seule éolienne. J'ai un territoire qui est bloqué là-dessus. Notamment parce qu'on était dans une situation où les élus se sentaient dépossédés et les habitants obligés de le faire. Indre-et-Loire. Donc pas de réponse sur le fait que les communes les plus riches pourront éviter de payer des amendes pour avoir des éoliennes. Non, moi j'ai fait cet exercice avec... il y aura des éoliennes, par exemple. J'ai fait cet exercice avec mes élus locaux, de leur proposer l'identification de zones où on peut le faire et en leur demandant de choisir des implantations. Donc pas de réponse. Non, allez-y. Et donc ce territoire consomme 240 000 mégawatts-heure d'électricité, il consomme 1600 gigawatts-heure d'énergie en tout. Ils ont identifié une potentialité toute énergie confondue de 3,4 TWh. Bon là, je suis désolé, mais vous nous endormez un peu sur le fait que est-ce que les communes les plus riches... 3,4, c'est 200 gigawattheures d'éoliennes seulement. Donc l'essentiel du gisement, il n'est pas que dans les éoliennes. Bien, il est 11h20, nous allons en terminer avec ces questions écologiques. Je vous dirai un mot sur les accords européens en matière d'écologie, parce que j'ai l'impression que l'Europe va plus vite que la France. Il est 11h20, à tout de suite. Bonjour, c'est Benjamin Glais. Joyeuse fête avec toutes les équipes de Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Dimanche 18 décembre, l'équipe de France retrouve l'Argentine pour la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022.
Dès 15h, retrouvez Alexandre Priam et toute l'équipe du service des sports de Sud Radio. Argentine-France, dimanche 18 décembre, prise d'antenne pour l'avant-match dès 15h, match à 16h et après-match avec vos réactions. La finale de la Coupe du Monde Argentine-France, c'est dimanche 18 décembre dès 15h sur Sud Radio. Parlons vrai. Noël approche. Chez Nocibé, trouvez des centaines d'idées cadeaux à tous les prix pour faire plaisir à tous vos proches. Rendez-vous dans votre magasin Nocibé ou sur nocibé.fr pour trouver tous vos cadeaux. Nocibé, la beauté partagée. Click and collect en 1 heure seulement, voire conditions en magasin. Auchan, élu meilleure enseigne jouets. Jusqu'au 24 décembre, jusqu'à 50% de remise sur une sélection de jouets. Avec une offre pareille, on vous assure des sourires par milliers. Auchan, avec plaisir. Selon les références, jusqu'à 50% cagnoté sur votre compte Waouh Auchan ou jusqu'à 50% de remise immédiate. Hors sport, librairie, portique, jeux vidéo et consoles vidéo. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Nos hypermarchés sont exceptionnellement ouverts ce dimanche toute la journée. Voir sur Auchan.fr. Quand votre petite voix vous dit d'aller courir, il y en a toujours une autre qui vous dit « Pense à tes articulations, enfin !» Alors pour les réconcilier, chez Decathlon, on a le cadeau idéal, des baskets avec un amorti optimal. Et parce qu'offrir du sport, c'est toujours le départ d'une grande histoire, on parie que bientôt, votre petite voix vous dira « Et on serait pas un marathon ?» Cette semaine, les chaussures de running OP ASICS Glide sont à 90 € au lieu de 150, soit 60 € de réduction. Decathlon, faire bouger le sport. Sud Radio Rodez. 104.4. Sud Radio. Carrefour. Si je vous dis, qu'est-ce qu'on mange pendant les fêtes? Des pommes duchesse, du tartare de saumon et des mini feuilletés à l'apéritif. Et si je vous dis que pour un Noël extra à prix ordinaire, il y a 10% de remise supplémentaire créditée sur votre carte Carrefour sur tous les produits Carrefour du catalogue festif. De l'apéritif au dessert, nos produits festifs sont à prix extraordinaire. Et faut pas oublier la bûche. Et c'est jusqu'au 24 décembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Détails sur carrefour.fr pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Carrefour, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie marque distributeur. Bon, alors vous, c'est très clair. Vous avez besoin de déconnecter, de montagne et de nature. Donc, je vous prescris un grand bol d'air à 1800 mètres, matin, midi et soir. De la marche nordique, du ski de fond, des raquettes, des activités insolites, dans une nature préservée. À Beille, en Ariège. Et on se revoit dans quelques jours. Beille, tous les bienfaits de la montagne sur un plateau. Info sur beille.fr. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites « Cette année, j'aimerais trouver une solution de rangement dans la chambre pour que mes invités se sentent comme à la maison », on vous répond « Place au rangement avec le kit dressing effet chaîne avec rideau Dakota Star. Jusqu'au 19 décembre, il est à seulement 139 €. En plus de ça, il est 100% made in France. » Leroy Merlin, et vos projets vont plus loin. Dans la limite des stocks disponibles. À Noël, n'oublions pas la planète. En triant nos emballages en verre, on économise de l'énergie, du sable, du calcaire. Trier, c'est donner un peu de répit aux ressources de la Terre. Ensemble avec Citeo et Adelph. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, avec nous, jeudi politique, Damien Maudet, député LFI de Haute-Vienne. Nous avons aussi Henri Alfandari, qui est député Horizon d'Indre-et-Loire, co-rapporteur du texte sur les énergies renouvelables, et Kevin Mauvieux, qui est député du Rassemblement National, député de l'Eure. Kevin Mauvieux, vous n'étiez pas là, mais nous avons commencé en parlant du match d'hier soir. Vous l'avez regardé hier soir Alors non, je ne l'ai pas regardé parce que vous n'êtes pas fan de foot. Je suis pas fan de foot à l'origine. Bon. J'étais pris dans d'autres choses. Mais j'ai quand même suivi les directs sur Internet pour m'assurer de la victoire. Finalement, il y a eu plus de fraternité que de débordement. Mais heureusement. Après, il y en a eu quand même, malheureusement. Voilà. Mais heureusement qu'il y a plus de fraternité dans un moment comme ça. C'est un moment qui rassemble tout le monde. L'équipe de France gagne la demi-finale et va, je l'espère, probablement gagner une nouvelle étoile sur le maillot des Bleus. C'est bon. On peut que s'en réjouir. Bon, j'en reviens à l'environnement. L'Europe est-elle plus verte que la France? Le Parlement européen est-il plus vert que le Parlement français? Le Parlement européen qui a adopté en quelques jours une taxe carbone aux frontières et un accord pour interdire l'importation de produits issus de la déforestation. Pourquoi le Parlement européen serait-il plus efficace? Parce qu'il dépasse les clivages politiciens. Vous ne trouvez pas? Non, je sais pas. Qu'en pensez-vous?
Moi, ce que j'en pense, c'est que le Parlement européen, j'ai pas étudié le détail de cette taxe carbone aux frontières. Par contre, il y a quand même une chose. Le Parlement européen vote cette disposition. Moi, j'y suis tout à fait favorable. Je pense que même ça pourrait être appliqué sur des critères sociaux, notamment parce que on importe des produits, parce que la main d'œuvre coûte moins cher, etc. Et c'est fait dans de mauvaises conditions. Par contre, il y a quand même, là, j'ai du mal à comprendre l'incohérence. C'est-à-dire que dans le même temps, le Mercosur va être discuté, négocié, la négociation est relancée alors que ça influence sur la déforestation, alors que dans le même temps, la semaine dernière, un accord de libre-échange a été négocié avec le Chili, notamment avec l'importement de bovins. Donc il y a une taxe carbone aux frontières, c'est une bonne chose, et en même temps, on a du mal à comprendre, est-ce que les accords de libre-échange qui ont été signés vont passer outre cette taxe carbone aux frontières? Pour l'instant, la France n'a pas changé sa position sur le Mercosur, me semble-t-il. Qui était parce qu'on la comprend pas bien. Non, Mercosur. Non, la ligne c'était non, mais l'année dernière, il y avait Franck Riester qui avait relancé les négociations et vous allez voir que ça va en rediscuter. Et en même temps, la semaine dernière, un accord avec le Chili quand même a été signé au niveau européen, donc ça veut dire qu'il y a aussi ces choses-là. Donc est-ce que ces accords-là vont être concernés par la taxe carbone aux frontières? On peut pas signer dans tous les sens des accords de libre-échange et en même temps dire on veut une taxe carbone aux frontières. Accord avec le Chili, vous savez pourquoi? Sur le lithium notamment. Voilà, sur le lithium. Mais il y a notamment. aussi gros producteur de lithium. Les associations et les syndicats nous prévenaient aussi sur le fait qu'il allait y avoir des importations de bovins. Oui, Henri Alfandari. Déjà, la première chose, c'est que la taxe carbone aux frontières, c'est un vrai progrès. Je pense qu'on peut que s'en féliciter, d'autant plus qu'elle est issue de la présidence française de l'Union. Donc, je crois qu'on est cohérent. Je ne vois pas pourquoi on préjugerait que sur des accords de libre-échange, cette taxe ne s'appliquerait pas. Parce que le propre d'un accord de libre-échange, c'est d'enlever les taxes aux frontières. Donc, le propre d'un accord et d'une négociation, c'est d'avoir un accord sur un cadre d'échange. Donc, on peut avoir un accord sur un cadre d'échange sans pour autant remettre en cause cette taxe. Donc, vous souhaitez qu'elle s'applique sur les accords de libre-échange en vigueur? Je souhaite qu'elle s'applique. Qu'il y ait des taxes sur les bovins qui viennent du Canada, par exemple, ou ceux qui pourraient venir du Chili. Comme le disait M. Bourdin, la position française sur le Mercosur n'a pas bougé, et donc je pense qu'il sera tout à fait cohérent d'appliquer la taxe sur ces produits, même dans un cadre d'accord de libre-échange. Sur le fond de la question d'origine, c'était quand même de savoir pourquoi l'Europe allait aussi vite par rapport à ce que nous on fait en France. Oui. Tout simplement, et vous l'avez dit dans votre réponse ou dans votre question. Parce qu'on dépasse les clivages. On dépasse les clivages tout simplement parce qu'on est au-dessus de la souveraineté des États, on ne s'occupe pas de la souveraineté des États, on fait une loi qui va obliger les États, qui va contraindre les États. Mais si elle est bonne pour la planète, elle peut être bonne pour la planète. Elle peut être bonne pour la planète. Mais il y a un problème de fond derrière. Je reprends à la base de votre question. Votre question, c'était pas de savoir est-ce que la taxe carbone aux frontières c'est bien. Oui, c'est bien. On a toujours dit qu'il fallait faire en sorte de taxer les importations pour faire du protectionnisme économique, que les entreprises se réimplantent en France et de rendre ce qui pollue le plus en réalité, parce qu'on stigmatise toujours les Français. On dit toujours aux Français qu'ils polluent. Il faut rouler à 110 sur les autoroutes. Il faut éteindre la lumière. Il faut éteindre le chauffage. En réalité, c'est pas ça. C'est oublié ça. Oui, c'est oublié. Heureusement, mais c'est pas ça qui pollue le plus. Ce qui pollue le plus, c'est les paquebots, les paquebots, les navires qui ramènent les importations, les avions, c'est ces échanges-là qui polluent le plus. Donc à partir du moment où on fait en sorte de les diminuer, effectivement, ça va dans le bon sens. Mais il y a la problématique sous-jacente qui est que l'Union européenne est au-dessus des nations et peut imposer rapidement et facilement à des pays certaines contraintes. Donc oui, ils vont plus vite parce qu'ils n'ont pas cette problématique de problèmes nationaux, on va dire. Oui. Moi, ce que j'entends, c'est que normalement, vous devriez être pour les énergies renouvelables, puisque les énergies renouvelables se situent dans les territoires, c'est de l'aménagement des territoires, et donc si vous voulez réduire les émissions carbone, la meilleure manière, c'est d'éviter l'importation de produits fossiles et de produire des énergies vertes. Là, quand même, c'est un sketch, quoi. Parce que franchement, on peut pas vous nous présenter un texte énergie renouvelable, on peut l'entendre. Ok, sur l'écologie, la taxe carbone aux frontières, et en même temps, il y a encore des accords de libre-échange qui sont signés dans tous les sens. Enfin, il y a quelque chose de très incohérent là-dedans. On peut pas, d'une part, on va importer des bovins du Canada, mettant à mal l'écologie, la planète et surtout aussi nos éleveurs et notre savoir-faire français. Il y a des vrais plans sociaux aujourd'hui dans les élevages, et dire à côté, en fait, maintenant, on va mettre des taxes carbone aux frontières et il faut signer absolument la proposition de loi ENR parce que ça va permettre un peu plus d'écologie. Mais aujourd'hui, il y a la question, c'est qu'on peut pas tout déconnecter. On ne peut pas dire d'un côté, on veut investir dans les ENR et en même temps continuer tous azimuts sur le libre-échange. C'est pas possible. Bien, à propos de cette taxe carbone aux frontières, nous allons, parce que je suis persuadé que de nombreux auditeurs ne comprennent pas. Eh bien, nous allons écouter les explications de Félix Mathieu à propos de cette taxe. Oui, vous savez qu'en Europe, les industriels sont tenus d'acheter des quotas pour couvrir leurs émissions polluantes. Eh bien, l'idée, c'est d'appliquer les critères du marché européen à ces importations. L'objectif étant d'éviter un dumping écologique qui verrait des industriels délocaliser leur production hors d'Europe à cause de ces taxes. Alors, autre effet attendu, espérer en tout cas encourager le reste du monde à adopter les standards européens, autrement dit décarboner les industries
non pas seulement en Europe, mais aussi dans le reste du monde. En pratique, l'importateur devra déclarer les émissions liées à sa production. Et si ces émissions dépassent le standard européen, alors là, il faudra acquérir un certificat d'émission au prix du CO2 dans l'Union européenne. Si un marché carbone existe déjà dans le pays exportateur, il payera seulement la différence. Le message à nos industries est clair, inutile de délocaliser car nous avons pris des mesures nécessaires pour éviter les concurrences déloyales, explique par exemple Pascal Canfin, eurodéputé libéral, président de la commission environnement au Parlement européen. Sont concernés en tout cas les domaines de l'acier, l'aluminium, le ciment, l'engrais, l'électricité, l'hydrogène, des produits dérivés aussi comme les boulons et peut-être demain la chimie organique et les plastiques polymères. Ça devrait entrer progressivement en place certainement à partir de 2026. Les revenus attendus pourraient dépasser les 14 milliards d'euros par an. Un mot, Kevin Mauvieux, ça évite la délocalisation, c'est une bonne mesure. Ah ben, ça évite la délocalisation, en partie, je pense. En partie, mais... Après, il y a les problématiques, mon collègue le disait, je le rejoins là-dessus, il y a des accords de libre-échange qui sont passés avec certains pays. On importe... Alors, le problème de cette taxe carbone, c'est qu'elle ne va pas tout résoudre. Elle va résoudre les émissions de CO2 du produit qu'on va importer ou du produit qu'on va déplacer dans un autre pays pour sa production, qu'on va délocaliser. Mais ça ne revient pas sur plein d'autres choses. Si on prend le domaine de l'agriculture, aujourd'hui, on importe des produits agricoles de certains pays qui n'ont pas les mêmes normes environnementales hors pollution CO2, les mêmes normes environnementales ou les mêmes normes de sécurité qu'on impose à nos agriculteurs. Donc par exemple à ce niveau-là, on garde une concurrence déloyale, on garde une espèce de dumping donc, dans certains autres pays. Donc, ou la France, il faut rendre à la France sa souveraineté, on peut intervenir, il faut arrêter de jurer que par l'Europe. Bien. Un exemple, il y a une loi française qui est passée sur les états généraux de l'alimentation qui interdisait l'importation justement de produits qui étaient nourris avec ce qui était interdit en France, pour la faire très vite. Et ben en fait, ce décret d'application n'est toujours pas appliqué en fait en France. Donc même quand des fois l'Europe avance, même la France, elle, prend du retard. Bien, il est 11h33, petite pause encore et nous poursuivons notre débat. Nous allons parler des retraites et puis je vous interrogerai quand même sur la volonté d'Adrien Quatennens de revenir à l'Assemblée nationale au mois de janvier. À tout de suite. Réagissez maintenant au 0826 300 300. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin. À tous ceux qui réussissent à chaque fois à couper la bûche en parts égales, même si on est 11. À ceux qui n'y arrivent pas et qui demandent tu veux une grande ou une petite part? Et à ceux qui prendront et une grande et une petite. Parce qu'on va pas laisser ça quand même. Hein? Dès demain, Intermarché offre 5 € en bon d'achat, des 10 € d'achat au rayon surgelé sucré. Si ça, c'est pas le meilleur Noël de l'année... Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 18 décembre. Modalité magasin et drive participants sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Boulanger. Oh, tu sais ce que ça me rappelle ça? Les chants de Noël de l'année dernière chez Tata Gigi. Oh là là, m'en parle pas. Parce que cette année, heureusement grâce à Boulanger, ça devrait être un peu plus rock'n'roll. Chez Boulanger, on est là pour un Noël inoubliable. Avec l'enceinte Bluetooth Marshall Stadmore 2 au prix exceptionnel de 249,99 € au lieu de 369,99 €. Et jusqu'au 31 janvier, c'est satisfait ou échangé. Boulanger, si bien ensemble. Jusqu'au 31 décembre, 2 centimes d'éco-participation. Magasin ouvert ce dimanche. Conditions boulanger.com. Écoutez Sud Radio Strasbourg en DAB+. Sud Radio. J'ai fait des idées de génie. Hé, Jérôme Anthony, une idée de génie pour la déco et les jouets de Noël? Mais oui, allez chez Jiffy. En ce moment, ils font 50% sur toute la déco de Noël et aussi 90% sur vraiment tous les jouets. Ça, c'est de la remise. Ah, j'aime Jiffy. Remise en bon d'achat pour les clients VIP. Conditions et durée de l'offre sur jiffy.fr. Intersport Motivation 42, être la plus rusée. Pour Noël, j'offre un cadeau à mon mec hyper malin. Genre un blouson The North Face. Il va être trop content et moi, je lui piquerai dès qu'il fera froid. En fait, il te fait un cadeau à toi, quoi. Voilà, c'est ça qui est malin. Avec Intersport, tout le monde sera gâté pour Noël. Jusqu'au 24 décembre, le blouson homme de North Face Bérard est à 179,99 € au lieu de 299,99 €, soit 120 € de remise. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Élu meilleur magasin de sport de l'année. Conditions services et magasins participants sur intersport.fr. Et si vous démarriez 2023 au volant d'un Opel Mokka? En ce moment, Opel vous fait bénéficier jusqu'à 3 700 € d'avantages clients sur une sélection de modèles de la gamme Mokka, disponible immédiatement pour débuter 2023 avec style.
Prenez un nouveau départ avec son design affirmé, son allure unique, ses courbes épurées et voyez le monde différemment avec ses 22 pouces d'écran numérique. Dès maintenant, faites l'expérience de l'excellence allemande avec Opel Mokka. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Conditions sur opel.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Grand frais. Allô maman, je vais pas venir chercher mon pull de Noël cet après-midi. Hein. Je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont un Prosecco brut et fruité, là, super rapport qualité-prix. Hein. Et maman, entre les fines bulles et les gros pulls, y a pas photo. Et jusqu'à samedi chez Grand Frais, la bouteille de Prosecco brut DOC Griffon de 75 centilitres est à 5,99 € si deux achetés. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais! Le meilleur marché. Soit 11,99 € le lot de 2, soit 7,99 € le litre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, jeudi politique, Damien Maudet, député LFI de Haute-Vienne, Henri Alfandari, député Horizon d'Indre-et-Loire, Kevin Mauvieux, député Rassemblement National de l'Eure. Tous les trois sont là. Parlons de ce report de la présentation de la réforme des retraites au 10 janvier. On dit qu'il y a eu des accords entre Elisabeth Borne et le président de la République, Emmanuel Macron, qui voulait que cette réforme soit présentée aujourd'hui d'ailleurs, et Elisabeth Borne demandait encore un petit délai. C'est vrai ou faux, vous qui êtes dans tous les secrets, Henri Alfandari? Comme vous venez de le dire, report de la présentation, il n'y a aucun report de l'examen à l'Assemblée nationale. Non. Je pense que le principe, c'est quand même de se laisser un tout petit peu plus de temps sur la concertation. Olivier Dussopt fera un certain nombre d'annonces et la Première ministre en fera en temps utile pour présenter l'ensemble des retraites. Je crois que c'est un sujet suffisamment important pour ne pas se précipiter dans les annonces et c'est pour ça que ce choix est fait, de se laisser un peu plus de temps à la concertation. Alors disons clairement les choses, la Première ministre a rencontré des députés et sénateurs républicains. Les sénateurs ont travaillé sur cette réforme des retraites et proposent 64 ans, reporter l'âge de départ à la retraite à 64. Et il semble que la Première ministre soit sensible à cette proposition. Qu'en pensez-vous, Henri Alfandari? 64 ans au lieu de 65? Je pense qu'il ne faut pas se figer sur un âge en particulier. La seule chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut être honnête. Il va falloir travailler un peu plus longtemps. Après, comment ça se passera en termes de modalités? Là, il y a des questions là-dessus. Je pense qu'il y a une question de justice sur la question de ceux qui ont commencé à travailler tôt, à qui il ne faut pas demander de travailler plus longtemps. Donc ça, c'est la question du nombre de trimestres. Pas d'allongement de la durée de cotisation, non. Je pense qu'il faut faire les deux, mais une fois de plus, si vous démarrez à 16 ans, il n'est pas question de demander à des gens d'aller travailler jusqu'à 62, 64, 66. Voilà, enfin, il n'est pas question de faire ça. Donc je crois que justement, si on reprend un petit peu du temps, c'est pour finir d'atterrir correctement sur ces questions, qu'il n'y ait pas de confusion sur ce qu'on veut faire. Il s'agit d'équilibrer le système des retraites financièrement pour garantir à chacun des pensions décentes et aussi garantir une augmentation des pensions avec une pension minimale de 1 200 € par mois. Et je crois que c'est une ambition qu'on peut tous partager. Bien, Damien Maudet et Kevin Mauvieux, là vous êtes presque en accord. Hein. Pas de réforme des retraites. Nous, effectivement, on est contre la réforme des retraites parce que... Alors, Kevin Mauvieux. On nous dit qu'il faut équilibrer le système des retraites. Soit. Bon, là, l'année dernière, cette année, le système des retraites, il en est où? Il est excédentaire. Bon, il est à l'équilibre, effectivement. Il faut penser aux années futures. Je suis d'accord. Mais moi, je fais le constat déjà, parce qu'il faut partir d'un constat. Oui. Le constat aujourd'hui, il est celui-là. On va prendre un autre constat. Au-delà de 60 ans, quel est le taux d'activité des personnes? Le taux d'activité des plus de 60 ans, il est de 25%. Donc, on a un Français sur 4, au-delà de 60 ans, qui travaille. Donc, à l'inverse, 3 Français sur 4 qui sont au chômage. Ça veut dire... Au chômage ou qui ont arrêté plus tôt parce qu'ils ont pris leur retraite plus tôt. Ça peut arriver aussi. Moi, je parle des actifs. Ah bon, de la population active. D'accord. Sur la population active, on en a 1 sur 4 qui travaille. Ça veut dire que en reportant jusqu'à 64 ans ou 65 ans l'âge de départ en retraite, ça veut dire qu'on va mettre 2 ou 3 ans de plus, 75% des plus de 60 ans, au chômage. Et à l'inverse, quel est le taux de chômage des 30 ans ou moins? Il est, si je ne me trompe pas, de 13%, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne. Ça veut dire qu'on a quand même une grosse masse de main-d'œuvre disponible chez les moins de 30 ans. Donc on va demander aux aînés qui ne travaillent déjà pas de se mettre au travail jusqu'à 64, 65 ans alors qu'ils sont usés, pour financer au final le chômage des moins de 30 ans
et on va rester sur un déséquilibre. Vous êtes d'accord, Damien Maudet, avec cette démonstration de Kevin Mauvieux? Moi, je suis surtout outré par la réforme des retraites. Emmanuel Macron, avant le confinement, nous a dit que notre pays tout entier reposait sur ces femmes et ces hommes que nos économies rémunèrent si mal. Quel est le premier réflexe d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Augmenter le temps de travail, pousser jusqu'à 64, 65 ans. Enfin, je veux dire, moi, je fais des permanences comme beaucoup, mais j'en fais notamment sur des supermarchés et à l'approche de Noël pour voir comment les gens appréhendaient les fêtes de fin d'année. Des gens nous disent qu'ils éteignent les guirlandes. Ils ne mettent pas de guirlandes cette année parce que l'électricité a pris une claque. Ils nous disent aussi que, j'ai même une jeune femme qui me disait, j'ai un enfant et cette année je vais pas lui offrir de cadeau, j'ai de la chance vu qu'il est bébé, ça peut passer parce que j'ai pas eu moyen de lui offrir. Il y a des Français qui triment tout le temps et le message qu'envoie Emmanuel Macron, déjà il n'augmente pas la prime de Noël par ailleurs, mais c'est de repousser l'âge de départ en retraite, de demander à ces gens-là de travailler encore plus longtemps. Et en plus il y a la question du chômage des seniors effectivement, mais il y a aussi le fait que les seniors, le nombre de seniors au RSA il a augmenté de 157% ces dernières années. Parce qu'en fait quand on pousse l'âge de départ, on va juste en faire des sans-emploi, plus âgés. Donc là-dessus, c'est scandaleux. Et sur la question, à mon avis, ce qu'aurait dû faire Emmanuel Macron quand même, quand on dit qu'il y a des femmes et des hommes que nos économies rémunèrent si mal, qui ont tenu le pays, que ce soit les caissières, les aides à domicile, les soignantes, etc., on aurait pu être comme la priorité d'un président dans ce cas-là, c'est faire l'unité du pays. La priorité, c'est d'augmenter les salaires. La priorité, c'est de leur permettre de vivre dignement. Les caissières, c'est encore 859 € par mois en moyenne de leur métier. Et qu'est-ce que fait Emmanuel Macron? Pas de hausse de salaire, rien. Par contre, ce qui va se passer derrière, c'est vous allez devoir travailler plus longtemps. Et vu qu'en plus, c'est des temps partiels, pour le coup, elles n'auront pas leurs annuités totalement. Donc en plus, elles vont vraiment travailler plus longtemps, jusqu'à 65 ans. Mais enfin, la retraite, c'est pas censé être un sas d'attente vers la mort. La retraite, c'est censé être un nouvel âge de la vie. On va pouvoir s'occuper de ses petits-enfants, aller jardiner, voir ses enfants. Et là, vous leur promettez une espèce de mort sociale. Franchement, vous voyez bien que c'est pas la priorité. Vous êtes attaqué de toutes parts, à droite et à gauche. J'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est qu'à tout mélanger, on ne sait plus de quoi on parle. Donc, je crois qu'il faut revenir sur la question des retraites. Moi, j'ai eu aucun problème. Pendant ma campagne, on en a parlé à toutes les réunions publiques. Et très clairement, les Français comprennent et savent que, d'une manière générale, il faudra travailler plus longtemps. Après, il y a des vraies questions, et des vraies questions qu'on ne met pas sur la table. Il y a la question de la transmission de savoir. Voilà, très clairement, est-ce qu'on fait la même chose en début de carrière qu'en fin de carrière? Est-ce qu'il n'y a pas une vraie question sur la transmission du savoir et des savoir-faire vis-à-vis de ceux qui vont partir à la retraite, de ceux qui arrivent dans le monde du travail? Je pense qu'il y a des choses qu'on devrait associer. Néanmoins, on est sur un problème, là pour le coup, très financier et hélas paramétrique, qui est que oui, même si vous regardez à l'instant T, vous êtes peut-être excédentaire, mais la tendance, elle est catastrophique. Il est de combien le déficit? Mais la tendance est catastrophique. Il est de combien le déficit? Les hypothèses du corps, elles sont sur des hypothèses extrêmement favorables de croissance, etc. Et donc, la responsabilité, si on veut garantir à chacun la retraite qui lui est due par rapport au travail de toute sa vie, elle est d'équilibrer les comptes. Et il est de combien le déficit? De la retraite. Le déficit, attendez, parce qu'il faut savoir le déficit, a priori, d'après ce que disait François Bayrou, qui est le plus catastrophique, c'est 30 milliards sur les retraites. D'accord? Une paille. De comment? C'est une paille. C'est 30 milliards. Oui, mais vous savez que dans les 5 ans d'Emmanuel Macron, on a quand même mis 100 milliards dans le crédit impôt compétitivité emploi qui n'a créé aucun emploi. Vous savez que dans le projet de loi de finances, on a détruit. Le chômage a baissé. Les études de France Stratégie expliquent bien que c'est pas grâce au CICE que ça a baissé. On est en train de supprimer. Il y a eu même la droite et contre la suppression de la CVAE qui est de 8 milliards, une paille, 8 milliards. Mais en fait, d'un côté, vous pouvez pas supprimer, supprimer des impôts, supprimer des recettes pour la sécurité sociale et après nous dire il y a un déficit, vous creusez un trou et après vous dites il y a un trou. Évidemment, vous avez créé le déficit et maintenant vous demandez aux Français qui ont travaillé pendant tout le confinement de le payer. Non mais attendez, 30 milliards quand vous avez pris 100 milliards sur les dernières années. Si vous enlevez des impôts qui sont liés à la compétitivité et qui permettent des emplois sur lesquels il y a des cotisations, ça participe aux retraites. Donc l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est que ce que vous dites là, on pourra en reparler, on pourra le vérifier puisque la CVAE vous êtes en train de l'acter. Donc on pourra en reparler dans les années qui viennent. On va voir le taux de chômage. Moi je vous le dis, oui, le taux de chômage, il n'a jamais été aussi bas. Oui, je suis d'accord. On est plus ou moins comme la génération. Mais je suis d'accord. On n'a jamais connu un taux de chômage. Je suis d'accord. J'allais y venir, mais on n'a jamais connu de crise du Covid. Donc on sort de la crise du Covid, une grosse crise. Comme après une crise, il y a un rebond. On est dans le rebond, c'est bien. Il y a de l'emploi, voilà, c'est très bien.
Attendons la fin de l'année 2023. La question aujourd'hui, c'est est-ce que les Français qui ont trimé pendant tout le confinement et qui aujourd'hui sont en dessous de 1 000 €, qu'est-ce qu'on doit leur offrir? Un meilleur salaire ou leur dire de travailler encore plus longtemps dans ces conditions? Votre réponse, c'est les faire travailler plus longtemps dans ces conditions. Ma réponse, c'est que les Français dont vous parlez, ils n'ont pas attendu le Covid pour travailler. On parle de gens qui ont déjà travaillé toute leur vie et qu'ils ont cotisé pour avoir des retraites. Et notre responsabilité, c'est de leur garantir. Non. La responsabilité de l'État, c'est de permettre aux gens de vivre de leur travail. Une question pratique alors. Je vous ai donné les chiffres. Au-delà de 60 ans, un senior sur 4 travaille. Parmi les actifs, un senior sur 4, 75% de chômage. On passe à 64-65 ans. Ok. Qu'est-ce qu'ils vont faire du coup, ces seniors, ces 75% de seniors au chômage demain? Mais vous savez, vous allez simplement décaler dans ce cas-là. Non, c'est vous qui allez décaler. Non, mais si vous avez aujourd'hui, la réalité, c'est que si vous perdez votre emploi à 54, 55 ans, vous avez énormément de mal à retrouver un emploi. Non, mais ça, on est d'accord. De salaire, etc. Mais ça, on est tout à fait d'accord. Mais non, là, vous contournez la question. La question, elle est simple. Mais on va prendre un exemple. On va prendre un exemple. Il faut obliger les entreprises. Est-ce qu'il faut obliger les entreprises à employer des seniors? Mais non, il faut pas les inciter. Il faut faire d'ingérence ou pas? Pas faire d'ingérence dans les entreprises. Non. La question, moi j'aimerais bien une réponse précise à la question. Mais non, mais parce que vous répondez pas à ma question, vous contournez le sujet. Robert, 62 ans, qui est au chômage, vous lui dites vous aurez le droit à la retraite à 65 ans. Demain, Robert fait quoi? Vous dites vous-même que les entreprises ont du mal à employer les seniors. Vous faites quoi demain pour Robert? Déjà, Robert, qu'est-ce qu'il fait comme travail, etc. Plus rien. Il était chauffeur routier. Il a eu un accident de travail. Il s'est retrouvé en accident de travail. Il avait 56 ans quand il a eu son accident. Voilà. En rapport. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Carrière longue. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Depuis, il ne retrouve pas de travail. Il n'a pas le droit à la retraite. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une question de pénibilité. Il y a une question tout à l'heure, vous disiez les Français le comprennent. D'accord. Alors pourquoi on ne fait pas voter par référendum cette réforme des retraites? 80% des Français, ils sont opposés dans les sondages. Je suis député sur un référendum sur la réforme des retraites au Rassemblement national. Sur des réformes clivantes comme ça, moi j'ai rien contre. Nous on est pour. C'est intéressant. Mon collègue me dit, je suis député, c'est pas moi qui décide. D'accord. Donc vous y seriez favorable à un référendum sur les retraites? On aurait pu se poser la question. Maintenant, très clairement, on en revient à, il y a une urgence. Vu la tendance, l'urgence, c'est de faire en sorte à préparer l'équilibre pour garantir la pérennité des retraites et améliorer les petites retraites, c'est une responsabilité, c'est ce que nous allons faire là. Et puis voilà. Il y a une urgence à préparer au premier semestre, on fait un référendum. C'est aussi simple que ça. Il y a surtout une urgence de faire en sorte que les Français puissent bien vivre. Enfin, quand même. Là, on voit que même la prime de Noël n'a pas augmenté. Rien n'augmente. Les gens touchent 800, 900 €, ne peuvent pas finir les fins de mois, ne peuvent même pas fêter Noël dignement avec leur famille. Et vous nous dites l'urgence, c'est de reporter l'âge de départ en retraite. Enfin, très honnêtement, c'est pas sérieux. Caricaturer la réforme avec ça. Bien, 11h48. Allez, petite pause et nous nous retrouvons. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Sud Radio vous offre des bijoux pour vous faire plaisir. Des bracelets les interchangeables, élégants, simples, colorés, avec des rubans stretch ornés de cristaux de luxe. Des modèles accessibles à toutes, made in France, que vous allez adorer pour leur élégance. Écoutez Sud Radio et à tout instant, gagnez 3 bracelets les interchangeables. Faites-vous plaisir avec Sud Radio. Info lesinterchangeables.com. À tous ceux qui mettent 3 plombes à choisir leur chocolat et qui lisent tous les descriptifs derrière la boîte. Eric, t'achètes pas une voiture, là. Et à celui qui prend du chocolat noir et qui se la joue. Le chocolat au lait, c'est pas du vrai chocolat. En ce moment, pour l'achat d'une boîte de chocolat Champs-Élysées de Lindt à 12,29 €, la seconde est à moins 50%, soit seulement 6,14 €. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 24 décembre, 938 grammes, soit 19,65 € le kilo au lot. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Bon, alors vous, c'est très clair. Vous avez besoin de déconnecter, de montagne et de nature. Donc, je vous prescris un grand bol d'air à 1800 mètres, matin, midi et soir. De la marche nordique, du ski de fond, des raquettes, des activités insolites, dans une nature préservée. À Beille, en Ariège. Et on se revoit dans quelques jours. Beille, tous les bienfaits de la montagne sur un plateau. Info sur beille.fr. Illicadeau, c'est la carte cadeau multi-enseigne. Illicadeau, pour être sûr d'offrir ce qu'il faut. Illicadeau pour ceux qui s'y prennent maintenant et ceux qui attendent le dernier moment. Illicadeau pour la tante Margot, votre ado et tous les Roberto, les Hugo aussi, les Léo, Caro. Illicadeau, utilisable en magasin et en ligne. Rendez-vous vite sur illicadeau.com. Illicadeau. Bon, vous avez décidé de vendre votre logement? Ok, mais à quel prix? Particulier à particulier vous donne la réponse en quelques clics. Ne vous inquiétez pas, c'est totalement gratuit. Vous allez sur pap.fr. Vous cliquez sur Prix Immo. Vous rentrez votre adresse. Vous répondez à quelques questions concernant votre bien et c'est tout.
votre prix apparaîtra automatiquement. Alors, rendez-vous sur pap.fr. pap.fr. Intersport, motivation 125, Noël à moins 50%. Ça y est, les cadeaux de Noël, c'est réglé. Ouais, enfin, il reste encore ton frère et ma mère. Bah, des Nike pour Léo, une polaire à moins 50% pour Annick. Sérieux? T'économises sur le cadeau de ma mère? Oh, ça va, on le dira pas. Va falloir acheter mon silence. Ok, je note. Une polaire en plus. Avec Intersport, tout le monde sera gâté pour Noël. Du 13 au 18 décembre, votre deuxième produit Nike est à moins 50%. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Élu meilleur magasin de sport de l'année. Conditions services et magasins participants sur intersport.fr. Quand Paul et Alice ont découvert le système d'alarme Maison Protégée d'Orange, ils se sont rendus compte que c'était... le même prix que la salle de sport, t'as vu? Celle où tu vas jamais d'ailleurs. À ce prix-là, Paul, mieux vaut plutôt s'abonner à la tranquillité. Avec Maison Protégée d'Orange, profitez de l'alarme et de la télésurveillance 24 h sur 24 à partir de 19,99 € par mois pendant 1 an, puis 29,99 €. Orange. Valable jusqu'au 1er février pour toute première souscription, engagement 12 mois, frais de résiliation 50 €, conditions sur télésurveillance.orange.fr. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Les enfants ont besoin de vitamine C pour être en forme. D'où toutes ces belles oranges à jus. Ouais, mais c'est lourd. Et c'est 1,98 € le filet de 2 kilos? Oui, donc 99 centimes le kilo. Allez, dans le chariot. Eh bah toi aussi t'as besoin de vitamines. Un peu, ouais. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 16 au 18 décembre, variété Salustiana ou Naveline, origine Espagne, catégorie 1, calibre 6-7. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous terminons. Nous avons 3 députés avec nous. Damien Maudet, député LFI de Haute-Vienne, Henri Alfandari, député Horizon d'Indre-et-Loire, et Kevin Mauvieux, qui est député Rassemblement National de l'Eure. Alors, tous les 3, il y a... moi, je n'aime pas trop m'embarquer dans des jugements concernant Adrien Quatennens. Bon, néanmoins, il a pris la parole maintenant publique, donc on peut commenter ce qu'il a dit. Il a dit « Je veux revenir à l'Assemblée nationale en janvier ». C'est vrai qu'il n'est pas inéligible. Qu'en pensez-vous? Il peut revenir ou pas? Moi, je trouve que c'est très déplacé de revenir. Kevin Mauvieux. Dans le sens... Alors, je me positionne bien dès le départ. Je ne suis pas juge. Ce n'est pas à moi de juger la personne. Évidemment. Ce qu'il fait, il a sa conscience. En revanche, il y a tout un contexte. Quand vous faites partie d'une classe politique, d'un groupement politique qui, pour une coiffure de travers, n'hésite pas à vous demander de démissionner. Voilà, tous les 4 matins, il y a une personne qui doit démissionner parce qu'il y a une suspicion. Quand vous demandez à tout le monde de démissionner pour une suspicion, c'est quand même assez culotté de vouloir revenir avec une condamnation. Voilà. Pour moi, le résumé, il est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas condamner tout le monde pour une suspicion et venir avec votre condamnation. Henri Alfandari? C'est pas entièrement faux ce qui vient d'être dit. Moi, je dirais surtout que il y aura 2 choses. C'est son choix personnel et donc il faudra qu'il soit en capacité de s'expliquer réellement pourquoi il considère qu'il peut le faire. Et puis après, il y aura... ce qu'il a dit hier sur BFM TV. Mais je pense que le sujet s'arrêtera pas au seul fait qu'il revienne. Il faudra quand même vis-à-vis des femmes et vis-à-vis d'un certain nombre de sujets de ce type, qu'il arrive à expliquer comment il fait ça. Et puis après, il y a la question qui est posée au groupe LFI, qui est par rapport effectivement à leur positionnement, comment ils gèrent une situation de ce type. Là, il s'est mis hors groupe, Damien Maudet. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec notre groupe, on a eu notre... dit je reviens à l'Assemblée en janvier, vous comprenez? Avec notre groupe, nous, on a eu notre décision collective, politique, qui est une décision de groupe, de dire que pendant 4 mois, il est radié du groupe et en parallèle, il doit aussi faire des formations, stages pour Marie-Violent. Et parce que c'est aussi qu'est-ce qu'il peut apporter, qu'est-ce qu'il peut apprendre de tout ça. Je trouve que je prends sur le processus politique. Je trouve que en vrai, on a eu vous savez que c'est pas simple dans un mouvement politique quand ce genre de choses arrive, donc on a pris des décisions collectives politiques. Moi, j'espère quand même que les autres partis vont aussi faire ce genre de choses quand il y a, y compris des accusations ou des scandales. Je pense par exemple à Damien Abad. Et ensuite, maintenant sur la question. Vous avez demandé la démission de Damien Abad, vous, LFI, oui. hein? Mais il est accusé de et viol. Vous ne demandez pas la démission de... Il est accusé, pas condamné. Hein. Non, mais attendez, il a été accusé par 3 ou 4 femmes. Oui, mais accusé, il n'est pas condamné. Et franchement, vous faites tribunal d'une personne accusée, alors vous vous faites tribunal d'une personne accusée, et vous, pour une personne condamnée, mais attendez... D'ailleurs, sur Damien Abad, le parti politique aurait aussi pu prendre des mesures d'éloignement, de se dire pendant un moment la personne est en off. Est-ce que vous l'avez fait quand il était accusé nous, ça a été fait. Vous avez décidé de le mettre à l'écart ou il s'est mis en arrêt maladie? Non, il a été mis en retrait.
Il était mis en arrêt maladie. Il était mis en retrait du mouvement. Non, il était mis en retrait du mouvement. Maladie au départ. Après, sur la question, c'était est-ce qu'il va revenir en janvier, c'est ça. Oui. Nous, c'est lui. Non, lui veut revenir en janvier. Nous, on a pris cette décision-là, qui est une décision de groupe. Lui, sa décision, évidemment, lui appartient. Est-ce que moi, je juge que c'est une bonne idée, ou est-ce que c'est bien de revenir en janvier? Moi, je pense que c'est aussi lui comment on voit les choses, mais effectivement, on aurait pu se dire que ça pouvait attendre un petit peu, peut-être le temps aussi que tout soit réglé de son côté. J'ajoute une question. Est-ce qu'il s'est précipité dans les médias? Il s'est précipité dans les médias. Est-ce qu'il a eu tort? Est-ce qu'il s'est victimisé hier soir? Est-ce que, je sais pas, vous l'avez regardé ou pas? Moi, j'ai regardé un bout de l'interview. Moi, j'ai juste trouvé que ça aurait pu, qu'on aurait pu attendre un petit peu. Ouais, il aurait pu attendre avant de. On aurait pu attendre un petit peu. Voilà. Maintenant, c'est son choix. Moi, j'ai jamais été dans cette situation-là. Je sais pas ce que ça fait, mais peut-être qu'on aurait pu attendre un petit peu. Après lui, ça faisait de longs mois aussi qu'il n'était plus là, mais peut-être qu'on aurait pu attendre un petit peu. Il y avait rien de précis. Henri Alfandari. Vous l'avez regardé ou pas? Non, alors je l'ai pas regardé et très clairement, j'entends ce qui est dit là. Je vois la succession des différentes histoires auxquelles on fait référence là. Moi, je suis très mal à l'aise avec ça en fait, parce que la réalité, c'est que d'un côté, il y a tout un tas de victimes et des situations graves et sérieuses. Que probablement en plus on ne prend pas suffisamment en charge et que ce soit d'un point de vue de justice et d'un point de vue de la santé de ces personnes et ça c'est dramatique. Et de l'autre côté il y a quand même quelque chose d'insidieux où on se dirige vers une société qui vient juger les intentions et ce qui se passe dans les esprits, et moi j'aime les sociétés qui s'occupent du droit et des faits. Et Kevin Mauvieux, est-ce que vous l'avez regardé hier soir? Non, je ne l'ai pas regardé parce que j'ai trouvé que c'était très déplacé de venir aussi vite prendre la parole dans les médias. Après, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Je pense qu'il a peut-être conscience qu'il est pris en étau entre sa position politique, il fut un temps, la position politique de Jean-Luc Mélenchon, qui dans ses programmes propose que n'importe quel élu démissionne s'il est condamné, sauf quand c'est chez lui. Je pense que tout ça le prend en étau. Il a dû se sentir comme un lapin ébloui dans les phares, tétanisé. Il est allé sur un plateau pour essayer de s'en sortir. Moi, je trouve ça gênant. Encore une fois, je suis comme vous. Je suis pas forcément à l'aise avec ça. Je vous l'ai dit dès le début. On n'est pas là pour juger. Voilà. Moi, je regarde juste les faits et les faits me posent question sur la façon d'agir, de demander à tout le monde de démissionner tout le temps, sauf quand c'est pour soi, où on applique la clémence. Bien. Merci messieurs, merci Damien Maudet, merci Henri Alfandari et Kevin Mauvieux. Merci à vous. Tous les trois, il est 11h58, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite.